Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous accueillir dans la bibliothèque de la Cour de cassation. Malheureusement, je ne peux pas être parmi vous à Dakar, mais en tout cas, je suis très heureux de vous accueillir ici à Paris, dans la salle de lecture historique de la Cour de cassation. Alors, c'est une salle qui a eu la chance d'échapper à l'incendie de 1871, et les boiseries que vous voyez derrière moi datent donc du Second Empire de 1868. Mais la bibliothèque est l'un des plus anciens services de la Cour de cassation, puisque sa création date de 1796, ça veut dire 6 ans après l'institution du tribunal de cassation, créé en 1790. Le ministre de la Justice de l'époque, Merlin de Douai, avait souhaité que les juges du tribunal de cassation soient dotés d'instruments de travail. Et évidemment, pour les magistrats de la période révolutionnaire, l'instrument de travail, c'était le livre. Et donc, très rapidement, on a créé cette bibliothèque à partir des collections qui avaient été prélevées dans l'ancienne bibliothèque des avocats au Parlement de Paris et dans 3 dépôts révolutionnaires. Et avec ces 2 ensembles documentaires, on a constitué autour de 1800 la bibliothèque qui va effectivement accroître ses collections au cours du XIXe siècle. Malheureusement, je vais faire référence à l'incendie de 1871, la bibliothèque va perdre la moitié de ses collections, près de 30 000 documents qui vont partir en feu. Et aujourd'hui, près de donc, un siècle et demi après l'incendie, la bibliothèque actuelle a atteint sa volumétrie de la fin du XIXe siècle. On estime à environ 55-60 000 volumes. Alors, ces volumes ne sont tous pas présents dans cette salle de lecture. Évidemment, ils sont répartis un peu partout dans la Cour de cassation. Nous avons la chance ici de mettre à la disposition des magistrats plusieurs ensembles documentaires, à commencer par la jurisprudence imprimée de la Cour de cassation, puisque les magistrats bénéficient ici de l'ensemble des bulletins, les plus anciens bulletins des jugements qui vont devenir les bulletins des arrêts de la Cour de cassation datent de l'an 2, donc de 1794, et sont présents dans cette salle sans discontinuité depuis l'an 2 jusqu'à aujourd'hui dans les 2 matières, civiles et pénales. Par ailleurs, à cette collection s'ajoute un certain nombre de recueils de jurisprudence commentée que vous connaissez, le plus ancien étant le recueil de Villeneuve pour la période de la Révolution, à la suite de quoi d'autres recueils vont être publiés en France, le recueil Ciré, le recueil d'Alloz, et évidemment la bibliothèque possède un ensemble de très anciens recueils de jurisprudence commentée qui sont toujours très utiles pour le travail des magistrats. Nous avons par ailleurs à la disposition des magistrats de la Cour un ensemble de codes, puisque la bibliothèque dote l'ensemble de la Cour de codes juridiques. Près de 1200 codes sont achetés chaque année et répartis dans l'ensemble des chambres. Et nous avons la mission de conserver au moins un exemplaire de chaque code depuis l'origine du code, c'est-à-dire depuis 1804. Donc vous imaginez l'ensemble de cette collection de tous les codes juridiques qui se sont donc succédés depuis la codification napoléonienne. À cet ensemble donc de la jurisprudence, de la codification, il faut ajouter un ensemble de textes législatifs très importants et très anciens chez nous, puisque nous avons la chance d'avoir conservé l'ensemble des archives parlementaires imprimées, c'est-à-dire depuis la Révolution française jusqu'aux années 1860, ainsi qu'une collection complète sur support papier de tout le journal officiel depuis 1871 jusqu'à 2015, qui est le dernier volume du JO imprimé. Voilà. Enfin, nous achetons chaque année à peu près 600 à 700 documents imprimés, des monographies, de grands manuels dans tous les domaines du droit, très utiles évidemment pour le travail des magistrats, ainsi qu'un fonds de thèses et de documents universitaires que nous recevons par la voie du dépôt légal. Voilà. Évidemment, vous le savez, depuis quelques années, à ces collections papier s'ajoute un certain nombre de ressources documentaires électroniques ou numériques. Nous bénéficions par la voie de l'interministériel des accès à la fois à la base de données d'Alloz et à la base de données LexisNexis, et nous acquérons sur notre propre budget un grand nombre de bases de données très utiles là encore pour le travail des magistrats, les ressources Lextinso, les éditions législatives, les éditions Francis Lefebvre, d'autres bases de données encore, et qui sont évidemment pour nous un enjeu d'avenir pour doter les magistrats qui ne peuvent pas venir en local à la Cour de cassation de l'ensemble des ressources nécessaires à leurs travaux de recherche.
Alors, puisque je parle de l'accès aux bases de données juridiques, il me faut dire un mot sur l'enjeu que constitue effectivement l'accès aux ressources électroniques et numériques. Évidemment, aujourd'hui, une bibliothèque, ce n'est plus une bibliothèque comme dans l'ancien temps, c'est-à-dire une collection de documents papier que l'on conserve ou que l'on détruit, selon la politique documentaire. C'est à la fois un socle documentaire, ce support papier, et c'est aussi un certain nombre d'accès à des ressources publiques, privées, de nature électronique ou numérique. C'est évidemment un enjeu considérable pour toutes les bibliothèques, pour les bibliothèques de la Cour de cassation en particulier. Bien sûr, nous avons besoin d'accéder à l'ensemble des textes législatifs et réglementaires, mais aussi à la jurisprudence constitutionnelle, administrative, judiciaire, mais aussi à un certain nombre de documents, de la doctrine, qui peuvent être mis en ligne par le biais donc, des éditions numériques. Il faut souligner l'effort considérable qui est celui des autorités publiques depuis plusieurs années pour mettre en accès libre l'ensemble de cette documentation. Bien sûr, on peut penser à Légifrance, qui est le site du gouvernement, qui permet à tout à chacun, à la fois aux justiciables, mais aussi aux praticiens du droit, d'accéder à l'ensemble de la législation en vigueur, et ce depuis la plus ancienne ordonnance, je crois, puisque c'est celle de Villers-Cotterêts de 1539, qui est encore accessible via Légifrance. Et sur ce site très complet du gouvernement, vous avez effectivement accès à la jurisprudence constitutionnelle, administrative et judiciaire. Évidemment, cette question de l'accès des ressources législatives de la jurisprudence se pose aussi du point de vue patrimonial. Et donc là, tout un effort est mis en place, notamment par le biais de la Bibliothèque nationale de France, en lien avec le réseau universitaire et pour le droit avec la Cour de cassation, pour numériser chaque année un certain nombre de ressources qui peuvent être utiles aux historiens, mais aussi aux praticiens du droit. Donc, depuis quelques années, vous trouvez de manière gratuite l'ensemble de la jurisprudence imprimée de la Cour de cassation dans Gallica, dont j'en parlais tout à l'heure, depuis l'an 2 jusqu'aux années 1920, ainsi qu'un certain nombre de jurisprudences commentées, le de Villeneuve, le Siré, le Dalloz, qui sont en ligne jusqu'en 1945. Avec le grand projet dont le président Sommer vous a parlé de l'open data judiciaire, l'enjeu va être de faire coïncider, de faire rejoindre ces deux mouvements, à la fois le patrimonial et à la fois, je dirais, le domaine juridique actuel. Voilà. Puisqu'il va y avoir toute une période, toute une région de la documentation qui n'est ni couverte par le patrimonial, ni encore couverte par l'open data. Il va falloir gagner dans la numérisation, évidemment, du stock pour que ces deux ensembles puissent se rejoindre et bénéficier à la fois aux praticiens du droit, mais aussi aux justiciables. Alors je voudrais évidemment achever ce propos en évoquant des pistes de partenariat possibles sur le point documentaire entre les différents membres de la JUCAF. Nous avons été très heureux de mettre en place ce premier projet consistant à la dotation d'un certain nombre de pays en documentation juridique. Il faudra trouver les moyens de poursuivre cet effort et évidemment pouvoir amorcer de dialogue avec de nouveaux pays partenaires pour que nous puissions enrichir nos bibliothèques respectives en sources juridiques de langue française. Et évidemment, la Cour de cassation de France a toute sa place dans ce projet et j'espère pouvoir contribuer également dans les années qui viennent à accroître et à travailler avec vous sur évidemment nos échanges documentaires. Il serait intéressant aussi de continuer à travailler sur la mise à disposition des ressources disponibles pays par pays dans les différents domaines du droit, dans le domaine législatif, de la jurisprudence, pour que nous puissions tous bénéficier des ressources libres, gratuites et disponibles pays par pays. Ça sera vraiment très utile. Évidemment, comme nous avions pu le faire par le passé, la bibliothèque de la Cour de cassation peut aussi accueillir le cas échéant de jeunes documentalistes, bibliothécaires, pour voir comment nous travaillons ici, à la fois sur les questions de classification des ouvrages, de conservation, y compris dans le domaine patrimonial, parce que je sais que certains d'entre vous avaient aussi des ressources qui commencent à être des ressources anciennes et qui méritent une attention plus patrimoniale pour la mémoire de vos institutions respectives. Donc pour tout cela, je serais vraiment très heureux de discuter avec vous, d'échanger avec vous et de bâtir peut-être demain un certain nombre de partenariats ciblés entre nos deux pays, entre nos pays respectifs. Voilà. Eh bien écoutez, je vous souhaite vraiment de très bons échanges, de fructueux échanges dans cette réunion de la JUCAF et j'espère vous voir très bientôt à Paris
pour vous présenter évidemment les documents qui sont ici derrière moi.